À Monaco, il y a une trentaine d'avocats défenseurs, mais il y a également des cabinets de conseil juridique. Le poids lourd du secteur, c'est Gordon Blair. Fondé en 1954, ce cabinet est aujourd'hui au cœur de l'activité économique monégasque. La plupart des gros contrats passent par ici, sont négociés dans ces salles de réunion. Gordon Blair compte aujourd'hui 60 collaborateurs avec un positionnement très international. Nous avons voulu partir à la rencontre de David de Pariante, ancien avocat d'affaires à Paris avec des centaines d'opérations à son actif, ancien administrateur de groupes de presse dont Le Figaro et, depuis une dizaine d'années, associé du cabinet Gordon Blair. Bonjour madame, Yann Anthony Noguès, je viens voir David de Pariante. Je vous en prie. Il est juste là. Bonjour Yann Anthony. Bonjour maître. Alors, tout sauf maître. Nous sommes un cabinet de conseil juridique et fiscal. D'accord. Et nous ne sommes pas avocats en principauté, puisque pour être avocat à Monaco, il faut être monégasque. Donc ici, on n'est pas dans un cabinet d'avocats. Absolument pas. Un cabinet de conseil juridique et fiscal. D'accord. Voilà. Mais quand même, un gros acteur de la place. Mais quand même, un acteur conséquent de la place, puisque nous sommes 50 et 60 personnes, avec 5 associés. Je connais Xavier de Sarro. Absolument. Xavier de Sarro, qui est notre managing partner et qui est l'associé principal du cabinet. Donc ici, 5 associés, une cinquantaine de collaborateurs. Exactement. Donc c'est une grosse structure quand même pour Monaco. Oui, c'est une grosse structure déjà. D'une manière générale. D'une manière générale, c'est une grosse structure. Évidemment, si on compare à d'autres capitales, à Londres, à Paris ou ailleurs, c'est une structure de taille moyenne. Mais à Monaco, nous sommes effectivement un des très gros acteurs. Mais finalement, quelle est votre valeur ajoutée à partir du moment où il y a des cabinets d'avocats à Monaco? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cabinets de conseil juridique? Bon, écoutez, nos clients, c'est à nos clients de répondre. Ouais. Mais si je vous pose la question à vous. D'abord parce que notre activité, il faut voir quand même le monde du droit, fait qu'une partie assez écrasante de l'activité des avocats en principauté, avec lesquels on travaille beaucoup, est une activité contentieuse. Nous-mêmes n'exerçons pas d'activité contentieuse ou de façon vraiment très pré-contentieuse. Contentieux, ça veut dire devant les tribunaux. Exactement, ça veut dire devant les tribunaux. Nous n'allons pas au tribunal, nous ne plaidons pas. Vous ne pouvez pas plaider. Non, nous avons une activité. Et quand bien même nous pourrions plaider, nous ne plaiderions quasiment pas. Je veux dire, j'étais, en étant avocat à Paris pendant 25 ans avant d'arriver ici, j'ai dû plaider 10 fois dans ma vie. Et encore des dossiers pour lesquels la technicité du dossier faisait que j'étais la personne peut-être la mieux placée, puisque je le connaissais le mieux. Mais ce n'est pas mon métier. On a une activité de conseil et une activité transactionnelle. C'est pour ça qu'on n'est pas concurrent en tant que tel des cabinets d'avocats. Qu'est-ce qui fait que je viens chez vous? Si j'ai une entreprise monégasque, c'est quand je veux la revendre, quand je veux racheter une autre entreprise? Quand vous voulez la vendre, quand vous voulez racheter une entreprise, quand vous avez des sujets de financement également, quand vous avez aussi des sujets de succession, c'est une part importante de notre activité, quand vous avez des sujets de transmission, pour tout ce conflit entre actionnaires. Conflit entre actionnaires, bien entendu, avec une approche qui est une approche donc non forcément contentieuse, mais qui peut être amiable de résolution des conflits, pour tout ce genre de sujets, et pour plein d'autres choses. C'est-à-dire que là, on se cantonne sur une activité qui est plutôt la mienne, alors qu'en fin de compte, l'activité de Gordon Blair est beaucoup plus large que ça. La partie de David de Pariante, c'est le droit des affaires. Mais Gordon Blair s'occupe également de l'accueil de nouveaux résidents à Monaco, d'acquisition immobilière, de yachting, de droit du travail et bien sûr, dispose d'un département fiscal avec à sa tête Corinne Ricciardella. Bonjour madame. Et donc Corinne, qui est notre associée en charge du département fiscal. À vous, c'est la fiscalité alors. Voilà, je suis avocate française qui a toujours travaillé donc, au sein de cabinets anglo-saxons, américains, donc dans des opérations très internationales qui impliquaient la France et d'autres pays, soit que l'acquéreur était français, la cible était étrangère ou vice-versa. Donc ça, c'était mon expertise première. Quelles sont les questions qu'on vous pose concrètement ? Concrètement, ça va être, donc si on conseille le vendeur, quelle va être ma plus-value, comment l'optimiser de manière à la payer le moins cher possible. Si je suis côté acquéreur, ça va être comment structurer l'acquisition, donc bien entendu d'un angle purement fiscal, il y a d'autres considérations et ça, David, c'est les accompagner, les adresser. Ça va être comment j'achète la société cible pour payer le moins d'impôts
possible au moment de l'acquisition, mais également sur les flux futurs, les remontées de profits sous forme de dividendes, etc. Et déjà envisager la plus-value de cession, parce que c'est vrai que nous, on ne travaille pas uniquement sur l'opération d'acquisition, mais on envisage déjà les conditions de sortie les meilleures possibles d'un point de vue fiscal. On va profiter du fait que David ne soit pas là. Il est comment? Est-ce qu'il apporte ici dans le cabinet? Alors, je pense que dans ce secteur-là, au-delà du volet technique, bien évidemment, qui est quand même le prérequis pour intervenir sur ces opérations-là, il a un réel talent. Il s'est apaisé dans des climats souvent extrêmement tendus. Je pense qu'une de ses grandes qualités, je passe les volets techniques, mais effectivement, j'ai vu différents acteurs dans ce domaine-là, des bons techniciens, il y en a beaucoup, pardon David, mais je pense qu'un de ses atouts, c'est il sait concilier les parties sur des points extrêmement tendus. Là, il excelle en la matière. Donc vous, votre job, quand une négociation est tendue, quand il y a du conflit, c'est de ramener de la sérénité. C'est un résumé. Mais je me sens très apaisé. Oui, je suis. Et il est où votre bureau? Ah ben on va aller. Allons-y. Avec plaisir. Merci Corinne. Allons-y. Merci beaucoup. Allons-y. Le rôle du conseil juridique est bien sûr d'apporter une assistance technique, mais il est avant tout là pour négocier, pour communiquer avec assurance afin de défendre les intérêts de son client et trouver un terrain d'entente. C'était une vocation pour vous de devenir avocat? Non, pas franchement. Pas franchement. Je fais des études tout à fait correctes, on va dire, mais sans vocation. Est-ce que vos parents, incroyable, pas mon père médecin, grand-père médecin, grand-père gynéco, gynéco. Absolument, grand-père et père gynéco, et mère libraire, maman libraire. Ouais. Et donc, effectivement... non, la seule chose qui était peut-être plus que d'être avocat, c'est que mon papa m'a toujours dit que c'était bien d'avoir un métier. D'accord. Que c'était bien d'avoir un métier et que si j'étais avocat, si j'étais médecin, si j'étais kiné... Avoir un métier, c'est-à-dire savoir faire quelque chose? Savoir faire quelque chose et pouvoir le faire n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise, et Dieu sait que c'est formidable d'être un grand directeur financier, un grand directeur général, un je ne sais quoi, vous avez besoin d'une grosse entreprise pour travailler, pour être directeur général. Si vous êtes avocat, médecin ou architecte, vous pouvez être tout seul dans votre coin, dans votre chambre de bonne, et faire des plans ou faire un contrat. Et donc voilà, et donc cet esprit de profession libérale, je pense que c'était quelque chose d'important. Et après... j'ai aimé ce métier en commençant mes premiers stages. Donc chez Berlioz? Chez Berlioz, absolument, qui a vraiment inversé le cours où je me suis trouvé... Donc là, vous êtes parti pour un stage de 2 mois. Vous avez quoi? Vous avez 21 ans? Oui, à peu près. Oui, c'est ça. J'ai mon bac jeune, oui, je devais avoir un peu pro 21 ans. Oui. Vous avez 21 ans, vous voulez leur ressembler et vous vous donnez... À fond. Ouais. Ah mais sans vraiment, compter. à fond. Donc taillable et corvéable à merci. Mais totalement. Et c'est ça qui marche? C'est ça qui a marché pour moi. Ouais. Et c'est ça qui... sans apparaître pour un vieux con, pardon du terme, effectivement, sur une nouvelle génération est parfois un peu plus compliqué, mais c'est sûrement eux qui ont raison. Un équilibre vie privée, vie professionnelle. Pourquoi? Parce que là, vous avez sacrifié votre vie privée? Ouais, je pense. Pendant des années? Je pense que pendant des années, j'ai sacrifié trop de choses à ce métier. Et pourquoi? Travailler tout le temps? Ouais. Je travaillais beaucoup. Plus que les autres? C'est-à-dire que... Sinon, plus que les autres, tout au moins, les horaires, quand j'étais à Paris, c'était 8h du mat, 23h tous les jours. C'est être dérangé le week-end, c'est tout ça. Et c'est vrai que Et pourtant, on était à une époque où on était probablement moins dérangé en vacances. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de BlackBerry, il n'y avait pas tout ça. Et que le début du réel esclavagisme, ça a été, je crois, 2005 pour moi. J'étais déjà plus grand, puisque c'est le moment où j'ai créé mon cabinet à Paris. Où j'ai eu mon premier BlackBerry. Là, ça a été vraiment le début de l'esclavage. De ne pas m'empêcher, ne pas arriver à m'empêcher de regarder mes mails toutes les 2 minutes. Voilà. Et en même temps, c'est ce qui faisait la différence aux yeux de vos clients? C'est-à-dire que vous étiez joignable, contactable, disponible à tout moment? En tous les cas, je pense que ça continue à la faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avoir un conseil qui a compris ou comprend que c'est une opération très importante pour vous, ce que vous êtes en train de faire, et qui de ce fait, certains vous appellent avant de commencer à travailler, donc très tôt le matin, d'autres au contraire plutôt après leur journée de travail. Les clients, ils ont besoin de sentir que leur deal, qui est très important pour eux, il est aussi important pour vous. En fait, c'est parfois l'opération de leur vie, ou c'est une opération très importante. Donc vous n'allez pas leur dire, j'ai rendez-vous avec quelqu'un d'autre à ce moment-là, ou vous êtes gentil, je suis en week-end. Ça ne marche pas. Et c'est un peu le travers de ce métier, et Dieu sait que je l'aime, ce métier.
Vous faites votre stage chez Berlioz. Ça devait durer 2 mois, ça dure 5 ans. Ça dure 5 ans. Ensuite, vous atterrissez chez Arthur Andersen. Ensuite, j'atterris dans un environnement extraordinaire, qui est celui d'Arthur Andersen, qui était... le cabinet avocat s'appelait Archibald Andersen. Et c'était extraordinaire parce que c'était une époque, là aussi un peu ancienne, où il y avait une totale confusion des métiers du chiffre et du droit. Et donc, c'est ce que j'ai toujours aimé dans ce métier, c'est pas de rester sur une matière complètement, mais c'est d'avoir une approche qui est une approche pluridisciplinaire. Et donc, vous chez Arthur Andersen... Le chiffre, ça a toujours été votre truc? Alors, c'est marrant parce que ça allait devenu énormément de par la spécificité de mon activité, alors que ça n'était pas du tout quand j'étais étudiant. D'accord. En maths, vous étiez... En maths, j'étais mauvais. En compta, j'étais pas bon. Et en revanche, après, j'ai appris... Peut-être c'est exactement la même chose qui m'a fait aimer ce métier. J'ai compris l'intérêt de savoir lire un bilan pour mon activité. Mais Arthur Andersen, là, vous étiez avec Xavier de Sarro. J'étais absolument... Alors, Xavier de Sarro était un grand chef et moi un jeune manager. D'accord. Donc, effectivement, je ne croisais pas Xavier de Sarro, mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Xavier et que nos chemins, à peut-être une interruption de 5-6 ans à un moment, se sont quasiment jamais séparés. Et Xavier de Sarro, qui a également été le président du conseil de surveillance de Lagardère. Absolument. J'ai travaillé pour Lagardère, là, pas forcément au même temps d'ailleurs. Et ensuite, vous montez votre propre cabinet. Et ensuite, je monte avec jamais tout seul. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui sait travailler tout seul. Je sais rien faire tout seul. Moi, j'ai besoin d'associés, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin d'équipes, j'ai besoin de collaborateurs, j'ai besoin de gens qui font d'autres matières. Et donc, on était déjà aussi 6 associés en montant cette structure parisienne, qui était une belle structure, on était 70 avocats à la fin, un peu plus de 70. Et ça a été des belles années, mais ça a été des années épuisantes. Là, vraiment, quand je dis que je travaillais tout le temps, je travaillais tout le temps. C'était des années épuisantes. Et à tel point qu'à un moment de ma vie, c'était il y a 12 ans environ, je me suis dit, c'est peut-être pas indispensable de continuer comme ça. Je pense que j'ai, à un moment de ma vie, beaucoup trop donné à ce métier et pas assez à ma famille, indiscutablement. David de Paryante accompagne certains de ses clients parisiens depuis plus de 25 ans. Le lien de confiance est tel qu'ils ont continué leur collaboration après son départ pour Monaco. David se nourrit des fidélités professionnelles, y compris au sein de son équipe. Son assistante Isabelle est à ses côtés depuis 30 ans. Il paraît que ça fait 30 ans que vous travaillez avec David de Paryante. Tout à fait, oui. Cette année, nous allons fêter un super anniversaire professionnel. Voilà, 30 ans avec Donc, c'est-à-dire que vous étiez à Paris. J'étais à Paris. Donc, vous l'avez suivi à Monaco. Oui, j'ai eu l'opportunité, là, en 2018, de pouvoir intégrer le cabinet. Donc, voilà. Il nous a dit tout à l'heure qu'il travaillait comme un fou à Paris. Oui, mais il travaille toujours autant. Mais je pense que voilà, il sait maintenant plus ou moins faire la part des choses et prendre un petit peu plus de temps aussi pour lui, ce qu'il prenait pas forcément à Paris, parce que c'est vrai qu'il avait une amplitude horaire assez importante. Merci de m'avoir consacré 2 minutes. Ben, je vous embête plus. Merci. Aujourd'hui, en étant arrivé en principauté, je ne dis pas que je travaille plus, loin s'en faut, mais qu'effectivement cet équilibre de vie privée, je l'ai davantage trouvé en arrivant ici il y a 47 ans qu'avant. Et pourquoi Monaco ? Pourquoi Monaco ? D'abord parce que j'ai toujours aimé Monaco. Mais toujours, ça m'a toujours un pays qui m'a relativement fasciné sans réellement le connaître, parce que moi j'ai passé mon enfance plutôt à Cannes, chez mes grands-parents, et mon frère est à Cannes. Votre frère est adjoint au maire ? Absolument, mon frère est adjoint au maire, mon frère est voilà, on est très cannois, j'aime beaucoup. Et Monaco, pour une raison simple, c'est que mon activité était toujours une activité internationale, on l'a dit. Et Cannes a beau être le festival international du film, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'international. Alors qu'à Monaco, c'est mon environnement, c'est de travailler avec des gens qui viennent du monde entier, qui ont des projets un peu partout dans le monde. Et je bouge beaucoup, je voyage beaucoup, peut-être plus depuis d'ailleurs que je suis à Monaco. Par exemple, la semaine prochaine, je suis au Canada pour une acquisition d'un groupe français qui achète une société au Canada. Je rentre, et c'est un hasard de calendrier, pour repartir pour une autre opération en Inde. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir là pour le coup avec Monaco, mais c'est fait par un cabinet monégasque et par des équipes qui sont à Monaco. Si on résume, quand on veut un équilibre parfait entre stimulation intellectuelle, professionnelle et gros enjeux et qualité de vie et vie de famille, Monaco. En
tout cas, je suis assez sensible à votre décoration. C'est quoi, c'est l'automobile? En fait, nous ne sommes pas un garage. Dans nos activités, nous ne sommes pas garagistes. Non. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai souvent dit à Xavier de Sarro, qui s'était beaucoup chargé de la décoration lorsqu'on a déménagé. En revanche, c'est vrai que toute la décoration est tournée autour pas mal du monde de l'automobile. Mais si vous regardez tous les tableaux qu'on a, qui sont des tableaux de Michel Vaillant, enfin de Graton, le dessinateur, sont liés au monde de l'automobile et en revanche tous au nom de Monaco. Vous savez, quand on arrive dans une salle de réunion comme ça, il y a parfois des sujets compliqués. On parlait d'apaisement tout à l'heure. Le fait d'avoir une décoration qui est... plutôt que d'avoir des bouquins de droit ou des codes civils derrière une bibliothèque, comme vous avez 9 conseils sur 10, j'allais dire avocat, comme 9 conseils sur 10 longs, nous, on a pris un parti de faire autre chose, autrement. Et ça, comme vous d'ailleurs, ça suscite des questions. Là, on est dans une de vos salles de Absolument. réunion. Nous sommes dans Ici, une salle de vous réunion. avez des négociations entre clients. Exactement. Ça, c'est la partie intéressante de votre job, la Ça, négociation. c'est la partie intéressante de notre job. Pourquoi Pourquoi ? Parce que c'est là où on peut être différenciant. C'est là où le métier de conseil peut être valorisé et valorisant. C'est là où on fait la différence. Ok, donc vous arrivez avec votre client qui doit vendre ou qui doit acheter. Alors généralement, quand on arrive dans cette salle, c'est qu'on a fait beaucoup de choses avant. Ouais. Mais quand on arrive dans cette salle, c'est que généralement, on doit discuter des derniers points pendants. Et les derniers, en général, ce sont les plus importants. Et les derniers sont ceux sur lesquels les conseils réciproques des parties n'ont pas forcément réussi à s'accorder. Est-ce que parfois, alors qu'un deal devait se faire, il devait y avoir un accord entre deux clients, parfois ça capote sur un détail? Tout le temps. C'est horrible. Ah ouais, C'est horrible parce que il arrive que, souvent sur les petites opérations, c'est-à-dire que sur des opérations qui sont de taille extrêmement significative, souvent les gens peuvent être habitués à ce type d'opération. Ils sont habitués aux grosses négociations. Et ça c'est très important pour nous, parce que j'adore faire ça, pour qui c'est le deal de sa vie. C'est-à-dire qu'il va vendre une entreprise beaucoup moins d'argent que ce dont tu es en train de parler, et parfois sur des questions de principe, sur des questions de ça va achoper pour rien, et là on n'y arrive pas. Il m'a mal regardé. Sans aller jusque-là, mais effectivement, l'aspect humain devient très prédominant dans la relation, la confiance, et c'est quoi votre conseil à vous? Les trucs de négociation, c'est assez simple, c'est que créer de la tension ne sert à rien dans une opération. C'est que les enjeux sont souvent majeurs, et parfois... Ça peut aussi être une technique de déstabilisation. Ça peut aussi être... Oui, mais ça ne va pas pousser l'autre personne à être conciliante. Ou alors, je veux dire, en tous les cas, s'il est bien représenté, ça ne le poussera pas. C'est effectivement... Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a des gens... On parlait d'acquisition d'entreprise, mais on fait beaucoup de contrats aussi. Et les contrats, ça lie des parties dans l'avenir. Si on commence au stade de la formalisation d'un contrat, qui peut être un contrat très structurant, qui peut être le contrat d'une vie pour quelqu'un, à tendre la relation entre les deux parties, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était inutile. Et qu'on peut faire des choses tout aussi bien comme sans cela. Ça, c'est ce que vous rappelez à vos clients? Absolument. Vous savez, on a la chance d'avoir des clients qui sont des gens souvent difficiles, qui sont des gens exigeants et qui savent ce qu'ils font. Donc, ils nous écoutent autant qu'ils veulent, mais s'ils viennent nous voir en tant que conseil, c'est effectivement qu'on a une approche qui leur convient. Et c'est ça qui est important. Donc, lorsqu'il y a une discussion qui est tendue et qu'il faut arriver à un accord, déjà, est-ce qu'en début de réunion, vous dites « on doit arriver à un accord » ? On doit arriver à un accord parce que c'est insupportable pour un conseil... Que ça traîne ? Que ça n'aboutisse pas. Mais normalement, ça ne doit pas aboutir à n'importe quelle condition. Et donc oui, c'est un leitmotiv. J'ai toujours souhaité, quand je prends un dossier, qu'il aille au bout et qu'il réussisse. Mais je ne le ferai pas si j'estimais à un moment, et c'est là où le fait d'être indépendant est important, je ne le ferai pas si j'estime que c'est contraire aux intérêts de Et qui nos négocie ? Ce sont les conseils qui négocient ou ce sont les clients entre eux ? C'est ensemble. C'est un partenariat. Ensemble, c'est un partenariat. Indiscutablement, c'est main dans la main. Sinon, ils le font tout seuls ou sinon, on le fait tout seul. Mais quand on est là dans cette salle et que nos clients sont là et que les différentes parties sont représentées, c'est à ce moment-là qu'effectivement, on a une vraie plus-value. D'accord. Quel genre de deal vous avez fait ici à Monaco ? Alors, à Monaco, beaucoup de choses. Je vous sens hésitant parce que on est hésitant. Vous êtes tenu par le secret professionnel. On est toujours hésitant parce qu'on n'aime pas parler de nos clients et qu'on ne peut parler... c'est un peu plus facile dans mon activité qui est transactionnelle parce que c'est des activités qui sont c'est plutôt publiques, oui. Le fait de dire qu'à Monaco, on a été
Le conseil de la SBM pour acheter le Palace des Neiges, c'est facile. De dire qu'on a eu la chance de représenter des acquéreurs ou des vendeurs de pas mal de laboratoires pharmaceutiques. Par exemple, une opération sur laquelle j'ai travaillé pendant presque 2 ans, qui était extrêmement compliquée, qu'on a faite ici, dans cette salle, avec nos collaborateurs. Ça n'est qu'un exemple parmi plusieurs dizaines d'opérations par an. C'est qu'on a, pour un client français, je suis très très proche, racheté toute l'activité de maintenance électrique des centrales nucléaires françaises et une partie anglaise au groupe General Electric. Aucun lien avec Monaco. Mais pour autant, on avait en face des cabinets français et anglais de tout premier plan. Et pour la notoriété de la principauté et accessoirement de notre cabinet, de pouvoir dire qu'on a réalisé depuis Monaco ce type d'opération. Mais ça, c'est des deals énormes. Mais c'est des deals énormes. Ce sont des deals énormes et compliqués. Et ce sont des, sans parler de prix, je vous laisse. Mais ça, c'est pas ça. En revanche, je ne suis pas autorisé à donner les prix. Mais ce sont des deals très importants et qu'effectivement, qui n'ont pas forcément de lien avec Monaco et sur lesquels nos équipes travaillent énormément. Donc Monaco pourrait être une place d'où on fournit des services. Absolument. Et je pense que c'est essentiel pour les gens qui habitent à Monaco. Tous ces métiers qui ne nécessitent pas beaucoup de place. Qui sont de plus en plus sophistiqués, tous ces métiers peuvent se faire à distance. Qui peuvent se faire à distance, qui ne nécessitent pas des locaux énormes, il n'y a pas de machines, à part quelques ordinateurs. Donc du travail intellectuel. Du travail intellectuel. Je pense que c'est très important pour la principauté de pouvoir avoir... Et c'est très important en termes d'attractivité. C'est-à-dire que le niveau des gens, vous le voyez bien, qui arrivent en principauté, sont des gens qui ont une carrière souvent exceptionnelle dans leur pays d'arrivée. Ils sont obligés en principauté de trouver des conseils et d'avoir des compétences sur place. Et d'avoir des compétences sur place. Plus la principauté offre de compétences et de services, plus elle est attractive auprès des grandes fortunes mondiales. Au-delà d'attirer de nouveaux résidents, Monaco aurait également une carte à jouer en devenant une place d'arbitrage pour résoudre des litiges dans le monde des affaires, non pas avec des juges, mais avec des avocats ou des experts, ce qui peut permettre d'avoir des décisions plus rapides et aussi plus confidentielles. Il y a à mon avis une place incroyable que pourrait jouer Monaco, qui est aux confins quand même de beaucoup de contrats. Donc l'arbitrage, c'est, si on fait un pas de côté par rapport au système judiciaire, oui. C'est un mode de résolution des conflits qui n'est pas devant judiciaire. Les tribunaux, exactement. Ce sont des avocats. Alors, des avocats ou des experts. Qui sont désignés arbitres. Exactement. Avocats, conseils, experts comptables, c'est des gens qui généralement ont une connaissance juridique, mais qui sont nommés en tant qu'arbitres. Et je pense que Monaco pourrait avoir vraiment joué un rôle au plan international. Et pour être honnête, pas tout à fait compris. Pourquoi Monaco ? Parce que justement, c'est un pays qui a, dans lequel il y a tellement de nationalités qui y vivent et tellement de contrats de nature internationaux liés à tous ces gens que l'arbitrage, c'est le plus souvent des arbitrages internationaux. Et Monaco aurait toute sa place à jouer ce jeu ou à essayer de combler ce trou. Le terrain de jeu favori de David de Paréante, ce n'est pas le tribunal, mais les salles de réunion. Dans son métier de conseil juridique, ni robe noire, ni juge en chair, mais tout de même beaucoup de bagou et de savoir-faire. Est-ce que quand vous êtes face à quelqu'un qui est froid et chirurgical... L'avantage, c'est que j'ai 58 ans. Ouais. J'ai commencé à faire ce métier, j'en avais 22. Ouais. Donc forcément, au bout d'un moment, c'est Richard Anconina, vous vous souvenez, hein, dans ce formidable film. Et dans l'itinéraire d'un enfant gâté avec Jean-Paul Belmondo. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Parce que toi, tu as souvent l'air étonné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes moins surpris ? Indiscutablement. Ouais ? Indiscutablement. Ou vous ne le montrez pas ? Je le montre quand il le faut et je ne scène pas le montrer. Vous prenez une poker face ? Je ne scène pas le montrer. Aujourd'hui, vous vous sentez plus français ou monégasque ? Quand on a vécu plus de 10 ans à Monaco. Ma vie est ici. Ici, c'est chez vous ? Ici, c'est chez moi, oui. Indiscutablement, ici, c'est chez moi. Il y a beaucoup de gens que j'aime qui sont en France. Ouais. J'ai encore mes parents. J'ai la chance d'avoir mes 2 parents en France. J'ai la chance d'avoir des amis de toujours à Paris. Mais ma vie ici, je ne me vois pas repartir à Paris ou je ne sais où en France. Ma vie est ici et j'aime profondément être ici aujourd'hui.
David de Paréante fait partie de la dernière promotion de la Légion d'honneur. Il confie que cette décoration le gêne. Après tout, il n'a sauvé personne, mais c'est évidemment une reconnaissance pour ce Français de l'étranger qui œuvre au quotidien au renforcement des liens économiques entre la France et Monaco, devenu un pays d'adoption. À tel point qu'aujourd'hui, son cœur bat pour les couleurs rouge et blanche.